qu'on a bien repris les rênes, aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne. On nous disait que ça craint là d'où l'on vient pour compter vivre de nos passions, au point qu'elles nous consument à petit feu sans rémission. J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski. Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky. Alors à l'époque, avant de lancer Attractiver, tu étais en private equity et tu ne te sentais pas de te lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, j'étais pas destiné à être entrepreneur. J'avais des parents qui n'étaient pas du tout, une maman qui était fonctionnaire au CNRS et qui faisait de l'édition de bouquins de mathématiques, un papa qui était juriste, donc j'avais pas été élevé du tout dans cet environnement. Et ta maman stressait pour ton avenir et quand tu as eu un job, elle était soulagée. Déjà moi je détestais l'école, donc du coup j'ai failli arrêter avant le bac. J'ai réussi à me motiver avec un pote au dernier moment pour bachoter et l'avoir. J'ai fait une école après bac. Et donc quand j'ai voulu rentrer dans le private equity, il fallait prendre les petites portes. Voilà, quand tu te présentais naturellement, on retenait les HEC ou les ESSEC. Et du coup, j'ai réussi à prendre les petites portes et avoir un CDI qui était très bien rémunéré, avec des associés gérants qui me faisaient une confiance incroyable, qui m'avaient mis au conseil d'administration de plusieurs PME de centaines de personnes, qui m'avaient donné des intéressements énormes sur la plus-value du fonds. Et du coup, ma mère était complètement rassurée. Sachant que c'est quelqu'un qui a plutôt manqué quand elle était jeune. Et quand je lui annonce qu'en fait mon rêve c'est de monter ma boîte, elle a commencé à être comme ça en me disant mince, attends, franchement t'as pas fait tout ça pour rien. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque, qu'en 2006-2007 c'était pas si évident du tout de quitter un fonds de private equity pour lancer sa start-up. Il n'y avait pas un écosystème aussi développé, pas d'accompagnement, pas de mentor, très peu d'entrepreneurs dans la tech, très peu de boîtes qui étaient capables de faire du chiffre d'affaires et encore moins de la rentabilité. Donc ça paraissait complètement fou, sur la tech bien entendu, dans le digital, donc ça paraissait complètement fou de le faire. Et moi j'avais des idées toutes les semaines et j'avais le courage de me lancer jusqu'au moment où en 2006 je vois que Mythic, qui était le leader des sites de rencontres à l'époque, rentre en bourse, était passé de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, était déjà rentable, et là je me suis dit là il y a un truc. Le marché va sûrement se segmenter et il y a probablement une place à prendre sur un segment un peu plus premium. Et j'en parle à mes deux meilleurs potes et ils me retournent la tête en me disant écoute Ludovic, il y a 24 ans, tu viens pas ta boîte, on est au resto, je leur explique et ils me disent mais attends, tous les mois tu viens nous voir avec une nouvelle idée et finalement tu n'as pas le courage de le faire parce que tu es bien payé dans ton fonds d'investissement. Cette idée elle est vraiment bonne, il faut y aller quoi. Et du coup ils m'envoient cette chanson s'appelle Schémar et ils me disent franchement t'as pas d'enfant, t'as pas de traite à rembourser, si tu le fais pas maintenant tu le regretteras peut-être toute ta vie. Et du coup je prends mon courage à deux mains, je vais voir les associés gérants et je leur explique que je quitte le fonds de private equity, que je rends toutes les parts qu'ils m'ont données pour 1 euro et je me lance dans l'aventure Attractive World sans rien connaître à la tech et sans avoir d'associés dans la tech. La chanson Ça aurait pu Schéma aurait été plus difficile à écouter. Bien entendu. Pas de regret. Pas de regret, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'avance un petit peu. Vous allez donc vous lancer très rapidement. Vous allez lancer les offres payantes, 2 fois plus cher, je crois, que Mythic. Ouais. Je passe sur le conseil de la femme d'un ami. Vous faites payer les femmes. Effectivement. J'ai un petit mot là-dessus, même si pas directement lié à la vente, mais je trouve ça intéressant. Très rapidement, donc on lance le produit, ça marche tout de suite. Les gens passent 30 minutes par jour sur la plateforme. Par contre, on galère comme des fous parce que j'y connaissais rien à la tech. On arrive malgré tout à passer au modèle payant 2 ans plus tard. Quand on passe au modèle payant, on se met à 60 € par mois, quand Mythic est à 30 € par mois, et on fait payer les femmes parce que la femme, maintenant femme de mon pote, qui était justement au closing, dont je parlais, qui s'appelle Audrey, me dit Ludovic, franchement, tu as un site premium, il faut que tu fasses payer les femmes, ça va les rassurer, et ça va les rassurer que les hommes payent aussi. Et du coup, on fait payer les femmes, et 60% du chiffre d'affaires sera généré par les femmes dans le futur. En sachant que sur l'appli, je crois que c'était 55% de femmes, là où sur Mythic, c'était peut-être 30% versus 70% d'hommes. Ils communiquaient pas à l'époque, c'était à peu près ça, 70% d'hommes, 30% de femmes. Allez, on accélère sur la vente. Avant la revente justement au groupe Affinitas, il y a eu plein d'offres et il y a eu plusieurs rencontres, à commencer par Mythic justement. Ouais, c'était en 2011. En 2011, on discute avec le DG de Mythic. On rentre dans des premières négociations et en parallèle... Avec déjà en tête le fait de vendre ou voir déjà si... J'en avais parlé à mes actionnaires, il y avait beaucoup de croissance parce que le modèle payant marchait tout de suite.
vraiment ça a fonctionné. On avait plus de 35% des gens qui s'inscrivaient, qui passaient au modèle payant, ce qui est énorme, et ils dépensaient en moyenne à peu près 300 € sur la plateforme. Donc du coup, on voyait que ça fonctionnait, on avait beaucoup de croissance, et à un moment, on se demandait si la prochaine étape, c'était soit de continuer à lever des fonds pour accélérer, soit se revendre à un industriel qui allait nous aider à développer l'international. Et donc on a des premières discussions avec Mythic qui n'aboutissent pas, parce que Mythic rentre en relation avec Match, qui était déjà actionnaire et qui décide de prendre le contrôle de Mythic, et les actionnaires américains décident que c'est pas la stratégie de racheter un site premium comme Attractive World, et du coup l'opération ne se fait pas. J'accélère, on est en 2013, vous voulez aller conquérir les États-Unis, et finalement, même réflexion, soit on s'adosse à un groupe, on revend, soit on va chercher des fonds, même si à l'époque, Attractive World générait un certain nombre de revenus, je crois qu'à l'époque c'était 1 million de revenus nets. C'était 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions d'euros de revenus et 1 million d'euros de bénéfices nets. Merci. De bénéfices, qui n'est pas suffisant pour aller conquérir les États-Unis. Voilà, donc ça marchait fort. Le chiffre d'affaires a fait x7 en 2 ans. On arrive à la rentabilité. On commence à avoir une notoriété très forte parce que notamment on faisait beaucoup de publicité à la télé. Je ne sais pas si certains de vous s'en souviennent, c'était des pubs pour les célibataires exigeants. 6 millions de budget annuel. Ouais, c'est ça. On est monté à 6 millions d'euros maximum, mais c'était entre 4 et 6 millions d'euros. Et donc on avait une énorme notoriété. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, bah, le modèle est validé, on est rentable, maintenant on veut se financer pour aller à l'international, et si on ne le fait pas en se faisant racheter, on va aller trouver des investisseurs. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a trop attendu avant de partir à l'international. Parce qu'à la fois, moi, j'avais pas cette culture, je venais du private equity, donc je voulais montrer qu'on était